Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je vais vous parler de mes lectures que j'ai effectuées tout d'abord en Écosse. Voilà, j'avais pris un livre de départ en me disant je vais pas avoir trop le temps de lire, tout ça. Mais en vérité, j'ai eu le temps de lire et j'ai lu notamment des ouvrages en anglais que je vais vous présenter tout de suite. Le premier ouvrage, je ne l'ai pas. C'est un livre en anglais qui est une des œuvres d'un auteur très célèbre dans le monde de la young adulte, on va dire. C'est Magnus Chase. Donc Magnus Chase, c'est de Rick Riordan. Rick Riordan, vous connaissez peut-être ce nom. C'est le mec qui a écrit Percy Jackson, qui a écrit aussi La Pyramide Rouge. En clair, c'est un mec, il écrit sur la mythologie en reprenant un truc un peu plus moderne. Percy Jackson, j'ai commencé enfin les livres parce que j'avais bien aimé les films. Ne me jetez pas de pierre, mais j'avais pas lu les livres. Voilà, j'avais plutôt aimé l'univers et j'ai une copine qui est hyper fan des Héros de l'Olympe, donc la suite de Percy Jackson, elle m'a dit faut que tu lises. Donc j'ai commencé et pour l'instant je suis plutôt surprise, j'aime beaucoup. Et donc j'avais lu les 2 premiers tomes de sa série des dieux égyptiens, il faut que je lise le 3e. Le 2e avait été très compliqué, je vous en avais parlé, ça avait été la cause d'une panne de lecture. Et j'adore les Vikings, donc j'ai commencé la nouvelle série qui s'appelle Magnus Chase. En clair, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Magnus, et son nom de famille c'est Chase. Il a vraiment pas de chance le pauvre parce que il perd sa mère, il se retrouve à la rue à 16 ou... Enfin, très jeune, du genre 16 ans, vous voyez. Il se retrouve à la rue, c'est la merde, il fait les poubelles, il fait du pickpocket, tout ça. Et un jour, il y a son oncle un peu cinglé qui vient le voir, en fait il essaye de le rechercher, lui il fuit. Il se retrouve sous un pont, je sais plus dans quelle ville ça se passe, mais sous un pont célèbre des États-Unis. Et là, paf, un dieu arrive, et notamment un des dieux de la mythologie nordique. C'est pas un dieu, c'est un géant, c'est-à-dire c'est un peu les méchants de l'histoire. Un truc pas beau, voilà, qui fait des flammes, tout, il lui dit je vais niquer tout le monde, et voilà, ils se battent. Magnus se sent pousser des ailes, il sauve des gens alors que le mec, ouais, 14-16 ans, il a jamais vu une épée de sa vie, il sort une épée de sa poche, et voilà, il dézingue tout le monde, et je m'emporte, voilà, donc il dézingue tout le monde, il meurt, voilà. 10 premières pages, donc le mec meurt. Il meurt et il se retrouve dans un endroit assez spécial, le Valhalla, donc dans la mythologie nordique, c'est là où les grands guerriers finissent. Ils ont plein de vierges à disposition, des repas avec Odin, voilà, ils se battent toute la journée. La vie rêvée, le club med des Vikings. Donc le Valhalla, c'est un hôtel, voilà, parce que Rick Riordan aime bien reprendre des concepts de mythologie et les adapter un peu plus modernes, donc c'est un hôtel, il se retrouve là-bas dans la section des jeunes héros. On suit un autre personnage qui est une jeune fille voilée, ce que j'ai beaucoup aimé dans le récit parce qu'on sort des clichés, voilà, je voulais le noter. Il y a cette fille qui vient le sauver en fait et qui va être sa protectrice, c'est une Valkyrie. On apprendra c'est la fille de qui, mais c'est pas un personnage positif dans la mythologie nordique même si on s'y attend très tôt. Et elle va avoir des ennuis parce que pourquoi sauver Magnus alors qu'il a juste... le méchant avait tué personne, Magnus il est arrivé, il a fait un peu son kéké et il est mort, voilà. C'est ce qui va arriver, et en même temps, Magnus, on l'apprend très tôt dans le récit, est un fils de Dieu, hein, parce que Rick et Riordan ils sont tous fils de Dieu. Qu'en fait c'est un peu la même reprise que Percy Jackson, mais c'est mieux que Percy Jackson. Moi j'ai préféré et j'ai trouvé ça plus mature, mais notamment parce que je suis plus proche de la mythologie nordique. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce roman ? Le personnage de Magnus a beaucoup d'humour parce qu'il meurt très jeune, voilà. C'est un personnage qu'on aime bien suivre, même s'il a ses petits penchants un peu héroïques qui des fois m'énervent, mais c'est un personnage agréable à suivre. Toute cette découverte en fait de la mythologie nordique est vachement intéressante. Le personnage féminin de la Valkyrie est super, voilà, parce que je vous ai dit c'est un personnage qui est voilé, pas un personnage cliché de la littérature young adulte, ce que j'ai beaucoup aimé, et qui n'est pas représenté comme un personnage amoureux du héros. C'est-à-dire qu'elle a un autre mec sur qui elle a des vues et du genre le héros il l'intéresse pas du tout. Ce qui est bien parce que j'en ai marre que ça soit toujours le cas. Donc Magnus pour l'instant il a pas de meuf, hein, donc il est seul dans sa vie. Ce que j'adore, et franchement ce que j'adore avec Rick Riordan, c'est reprendre des concepts de mythologie et les adapter en fait à la modernité. Il y a tout un truc voilà, avec le Valhalla qui est mis en place, il y a Hugin et Muggin qui est une maison d'édition parfaitement que j'adore beaucoup, mais qui sont surtout les messagers d'Odin, et dedans ils sont représentés d'une certaine façon. Odin est pas du tout là, en fait les dieux sont un peu partis, voilà, donc Odin on sait pas où il est, mais il est représenté de très belle façon. En fait j'aime bien l'imagination de l'auteur, et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, je connais un petit peu la mythologie nordique, j'ai pas encore lu l'Edda poétique, mais voilà, je commence à assimiler du savoir, et au vu de ce que j'ai lu, c'est plutôt bien renseigné, c'est-à-dire qu'il y a un passage avec Thor, parce que serait la mythologie nordique sans notre blond préféré avec son gros marteau? Bah là, il a son gros marteau, mais il est pas blond.
dans la légende nordique, Thor est rouge, je crois, et c'est quelqu'un d'assez barbare, c'est-à-dire que il boit de la bière à longueur de journée, c'est un peu le beauf du village, voilà, donc il est représenté comme ça. Et il y a Loki qui est dans l'histoire, et je ne sais pas pourquoi je me suis toujours représentée Tom Hiddleston pour jouer ce personnage, mais il faudrait peut-être que je sorte de cette vision de Loki, mais c'est très bien représenté, et ça informe aussi les jeunes lecteurs de ce qui se passe dans la mythologie nordique. Voilà, il y a tout le Ragnarok qui se prépare, vous voyez, dans le truc qui se passe. Mais voilà, j'aime beaucoup parce que c'est original, et c'est bien renseigné. Le seul truc, c'est que parfois c'est un peu trop jeunesse, et même si ça passe avec la mythologie, je trouve... notamment avec Percy Jackson, parce que la mythologie grecque, même s'il y a des trucs crades, voilà, ça va encore parce que tu peux le survoler. La mythologie nordique, on part quand même sur découper des gens pour accéder au paradis. Voilà, donc des moments, c'est un petit peu... on essaye de cacher un petit peu, voilà. Donc c'est juste ce que je remets un peu en cause. Il y a le second tome qui est le marteau de Thor qui est sorti, donc moi je sais plus comment s'appelle le premier tome en anglais, mais j'ai lu le premier, je lirai le deuxième, c'était vraiment très sympa et je vous conseille cette lecture si vous êtes intéressé par la mythologie nordique ou si vous connaissez pas du tout cette mythologie. Je pense que ça permet de mettre un premier pas de façon amusante avec des personnages qui sont intéressants, donc je vous le conseille. Ensuite je vais vous parler d'un livre français. Ne me jugez pas, parce que il a subi de nombreux dommages, la pluie écossaise et le chocolat chaud le matin. Voilà, donc voilà, on parle de ce livre qui a été lu aussi par ma sœur qui l'a bien aimé. Il s'agit de La malédiction du Norfolk de Karen Maitland. Karen Maitland, c'est une autrice un peu, pas spécialisée, mais en clair, elle écrit de l'historique, avec un petit peu de fantastique, et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette histoire. Donc ici, on suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle, je ne sais plus, Elena, un truc comme ça. Un nom, voilà, bah oui, c'est Elena, vous voyez, je m'en souviens. Elena a 15 ans, elle est serre, donc elle travaille ça se passe en Angleterre, en 1208. Et le roi Jean qui décide de pas respecter le pape, il interdit toutes les églises, voilà, donc il n'y a pas de consécration. À cette époque-là, c'est totalement impossible de mourir parce que sinon on va pas au paradis. Voilà, c'est un peu la catastrophe au niveau du christianisme, tout ça. Et Elena, elle vit un peu dans ce contexte-là, elle est serre et elle travaille pour une dame, voilà, une noble. Et Elena, elle rencontre un mec qui va tremper son biscuit, comme on peut dire, et paf, ça fait des chocs à pic. Elle tombe enceinte à 15 ans d'un homme avec qui elle n'est pas mariée, parce que voilà, elle peut pas consacrer le mariage à cette époque-là. C'est le personnage d'Elena, et on suit le personnage de Raphaël, ou Raffaello, je sais plus, c'est Raphaël il me semble, qui est eunuque, donc c'est-à-dire, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, il n'a pas d'appareil génital masculin, il a une voix très aiguë, voilà. Et Raphaël, il va chercher Elena pour en faire la domestique de la dame de cour. Ce qu'Elena ne sait pas, c'est qu'elle va servir un peu d'éponge à péché. Voilà, c'est ce que j'aime bien dire. En clair, il y a le fils de cette dame qui a commis des péchés à Jérusalem, il me semble, et ils vont servir d'Elena qui est pure et vierge pour éponger ses péchés, parce qu'elle a pas dit à Raphaël qu'il avait trempé son biscuit. Donc, voilà, et il va y avoir, au fil du temps, Elena va faire des cauchemars où elle rêve d'assassiner son enfant. En clair, l'enfant est décrit un peu comme l'antichrist, et l'enfant va disparaître un jour. Et Elena est accusée, et il y a toute une histoire. Voilà, c'est un peu le truc du départ. C'était un très bon livre, j'aime beaucoup Karen Maitland parce que historiquement c'était bien recherché, c'était intéressant de faire sur cette période-là où le mariage était interdit et qu'est-ce qu'on faisait avec les enfants, on en apprend beaucoup. J'ai beaucoup aimé le personnage de Raphaël, il m'a beaucoup touchée, même si le mec est en chien, vraiment dans tout le livre. Mais voilà, il est amoureux d'Elena, il va tout faire. Et des fois il a des réactions du genre, on va protéger une jeune fille en la mettant avec les putes. Et puis elle va faire la prostituée, dis donc, avec des mecs qui sont un peu cinglés. Donc voilà, il avait des réactions un peu bizarres parfois, mais c'est ce que j'ai bien aimé. Elena, par contre, elle est vraiment cruche-teute dans le livre. Elle prend des décisions, mais je fais... Des fois tu dis, je sais que t'as 15 ans, mais là, maman, t'as réussi à faire un gosse, va falloir prendre tes responsabilités parce que ça va pas. Mais voilà, elle se retrouve un moment avec des prostituées, donc il y a tout ce milieu-là qui est traité. Un milieu que j'ai beaucoup apprécié dedans parce que ça traite beaucoup de la condition féminine de l'époque. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Ce livre, par contre, m'a fait peur à plusieurs fois. Il y a de la pédophilie dedans. Voilà, c'est juste pour vous prévenir, il y a
une scène descriptive et plusieurs scènes en clair avec les... Il y a un homme qui aime les garçons, il aime les petits garçons, et il y a un petit garçon qu'on va suivre qui est adorable dans le récit, qui va passer à la casserole comme on peut dire, et en plus c'est avec des fantasmes très bizarres du monsieur qui sont... Julie, tu fais... Oh, c'est dégueulasse. Donc voilà, c'est juste ce moment-là, il est un peu crade, mais c'est un livre qui m'a surprise. C'est-à-dire que voilà, il y a tout ce qui se passe. Il y avait quelques doutes sur pourquoi Raphaël a plus de couilles, voilà. Pourquoi? Donc ça c'est intéressant parce que c'est une chose qui est vraie et qu'à la fin du livre on vous explique, parce que c'est une technique qui était beaucoup faite en fait à l'époque. Et il y a tout la mort du Seigneur et qu'est-ce qu'il a fait comme péché. Et la fin, je vous jure, les 5 dernières pages, j'étais en mode... What? Il y a un truc qui se passe, tu fais mais d'où elle sort ça? Et Karen Maitland, c'est vraiment une pro pour les renversements de situation de fin qui sont what the fuck et en même temps qui expliquent énormément de choses et qui sont pas tirés par les cheveux parce qu'en fait c'est lié. Mais voilà, c'est vraiment un bon... J'arrive pas à dire si c'est pas un policier, mais c'est un roman historique assez palpitant ici et très très bien fait avec des personnages attachants. Historiquement, c'est toujours bien renseigné, donc je vous conseille si vous aimez les livres historiques. J'ai lu Les Âges Sombres qui reste à jamais un coup de cœur, voilà. Mais accompagné des menteurs de l'autre auteur que j'avais moins aimé, quand même moins bon que celle-ci, donc La Malédiction du Norfolk. Je crois que j'ai tout lu d'elle traduit en français. Il y a un autre livre qui est sorti, j'espère que Pocket va la traduire parce que véritablement c'est un auteur, une autrice que j'aime beaucoup et que je vous conseille si vous voulez commencer le roman historique, parce que pour tout vous dire, ma sœur n'avait jamais lu de roman historique véritablement, à part les classiques et la young adulte, elle lisait pas grand chose et elle a plutôt aimé ce livre, donc elle l'a fini, elle a apprécié, donc je vous conseille vraiment. En plus d'un point de vue d'une lectrice qui ne lit pas beaucoup, donc à conseiller vraiment. Je vais vous laisser le livre qui fait polémique à la fin, mais il faut que je vous parle d'un bouquin. Ah, j'ai lu un livre de qualité, attention. J'étais dans une période où je n'avais plus de livres, il y avait un supermarché en Écosse tout petit, où il y avait 3 ouvrages, dont un Harry Potter que j'avais déjà lu, donc j'ai dit bah je vais prendre le livre le moins cher à 4 livres. Tu réfléchiras à 2 fois le reste la prochaine fois, parce que il y a vraiment des bouquins, ça fait peur. Donc, je parle de The Summer Maiden, donc de Dilly Court, qui a été élu dans le top 10 du Sunday Times best-seller. Alors, vous voyez les harlequins? Vous prenez un harlequin historique très bof, vous savez ça. En clair, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est l'héritière d'une compagnie de navigation. Alors je sais plus quand ça se passe, l'été 1873 à Londres. Voilà, elle a une compagnie de navigation, elle est héritière de cette compagnie, et son père va clamser, elle va se retrouver un peu à la rue, c'est-à-dire que son père avait contracté énormément de dettes, donc elle et ses 2 frères et sa mère sont un peu dans le bordel. Elle sait pas où aller, il y a plus de maison, ils perdent de l'argent, elle doit aller dormir presque chez sa nourrice, voilà. C'est un peu le bazar. En même temps, on suit l'histoire d'un jeune âme sombre qui est vraiment très sombre, mais vous voyez à l'intérieur, il a un grand cœur. Voilà, c'est un peu la morale de l'histoire. Ouais, je suis moqueuse. Et en clair, on suit un mec qui est l'héritier de la compagnie adverse. Voilà, bon en affaires, un peu plus vieille qu'elle, plutôt beau garçon, mais froid. Et puis elle le déteste parce que vous voyez, c'est lui qui a pillé les affaires de son père. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que dès le début du roman, tu sais qu'ils vont se marier? Oui. Un personnage nunuche qui rencontre un cliché littéraire de l'homme. Alors encore, des fois, le mec était drôle parce que il est tellement coincé que ça en était drôle. Mais non, c'était horrible parce que je lisais une page, je me suis dit, je regardais ma sœur dans la tente et je me disais, mais c'est exactement ce qui va se passer dans 5 minutes. Et en effet, t'enchaînes les clichés. T'as des histoires d'amour. Et le pire dans cette histoire, mais vraiment, c'est que sa mère, pendant tout le roman, elle pleure la mort de son mari, l'homme de sa vie, vous voyez. Et elle rencontre un mec qu'elle avait pas vu depuis 25 ans, son premier amour, elle l'épouse dans les 15 jours d'après. Voilà. Donc, c'était n'importe quoi, vraiment. Je le garde dans ma bibliothèque parce que j'ai ri en lisant ce livre et j'étais en mode... Tu es passé sûrement à côté d'un grand classique dans la librairie et tu es tombé sur ce livre. S'il est traduit en français, j'espère pas parce que ça vaut vraiment pas le coup. C'est vraiment très nul, mais c'était vraiment très drôle en même temps. Donc, si vous avez envie d'une lecture un peu pourrie mais drôle, et je me tape une barre, je vous le conseille parce que
Ah, c'était un grand moment de littérature. Hein. Mais bon, il faut pour tous les goûts, hein. Je rigole comme ça, mais ça peut plaire à des gens sans rire parce que voilà, c'est un type, voilà, harlequin, tout ça, je pense que ça peut avoir sa place. Donc, si vous êtes intéressé par ça, bah, allez-y. Je vous le conseille pas, mais allez-y quand même. Et enfin, est-ce qu'on va parler du livre problématique ? Est-ce que je dois vous mettre en petit en haut ou vous dire d'aller regarder ma vidéo sur le tome 2 de A Court of Thorns and Roses ? Pourquoi je n'ai pas aimé ce livre ? Peut-être, je vous conseille d'y aller, mais juste pour vous dire que le tome 2 avait été une véritable déception, j'étais très en colère contre ce livre. Est-ce que ma voix commence à devenir vénère ? Oui, parce que c'était une réécriture de La Belle et la Bête, et la meuf, elle décide de changer de mec au milieu du livre avec un mec que je ne supporte pas. L'homme parfait. Il lui manquait plus que son cheval blanc, et puis c'était le vampire prince héros de la nuit, mais qui a un bon fond. Voilà. Toute ma haine, on la ravale. Voilà. Je vais vous présenter A Court of Wings and a Rune, donc le 3e tome. Je ne vais pas être aussi critique. J'ai lu ce livre parce que je l'ai vu en librairie et je me suis dit, il faut que tu saches. En soi, l'histoire était bien. C'est bien construit, c'est une bonne histoire. Après, je peux comprendre que Fer préfère Rhysand, voilà, parce que c'est un mâle alpha en power, en puissance, et qu'il a un bon fond et qu'il veut la protéger, et que c'est son âme sœur. J'aime bien le côté âme sœur, franchement j'aime bien ce côté-là. Voilà, je sais même plus quoi dire, donc je peux comprendre. C'est un livre que je vous conseille si vous aimez la fantasy, mais voilà, moi j'ai pas du tout aimé le personnage masculin, ce qui est très problématique parce que le couple est très fondateur. Ce que je n'ai pas aimé dans ce livre, encore, je défends les connards dans les histoires, mais Tamlin est un connard. Mais l'auteur, je sais pas pourquoi elle se venge autant sur cet homme. Du genre, elle le fait encore passer pour un con. Il se sacrifie un peu quand même dans le livre. Il l'aime faire et il se sacrifie même si c'est un con. Il y a quand même une façon de respecter les personnages. Et là, non, à un moment, il pète complètement un câble à table en la traitant de salope à moitié. J'étais en mode, est-ce qu'on parle vraiment du même personnage que j'ai suivi pendant un tome ? Voilà, c'est juste ça. Ou peut-être que c'est moi qui me suis attachée énormément au personnage un peu méchant. Vous savez, mon plaisir des méchants. Mais là, c'est juste ça. C'est qu'il y a même pas... Il y a même pas Rhysand qui est... Il y a même pas Tamlin qui est récompensé un peu pour ses efforts de guerre. C'est un personnage qui est hyper intéressant et je trouve qu'il est pas assez exploité. On fait tout pour que Rhysand soit le puissant seigneur. Bon, c'est le prince charmant dans l'histoire, mais putain... Vous avez vraiment envie de lire une histoire où le prince charmant il est parfait. Bon, il a quelques défauts hein, parce qu'il faut pas qu'il soit trop parfait, mais voilà, Rhysand c'était vraiment pas possible. J'ai beaucoup aimé la partie entre Lucian, donc un personnage que j'adore, mon personnage préféré, et la sœur de Fer qui va se retrouver tiraillée, voilà, parce qu'il y a des choses qui se passent dans le tome 2 et dans le tome 3, elle est tiraillée. Cette histoire d'amour est une bonne histoire d'amour, ce point de vue-là. Les âmes sœurs, tout ça, ça m'a saoulé. Donc ça sera une série un peu mitigée. J'avais eu un regain d'espoir parce que j'ai vu qu'il y avait un 4e tome qui allait sortir, mais un cours, vous savez, un peu une nouvelle en me disant je vais avoir une nouvelle sur Lucian et sa fiancée, ou sur l'autre sœur de Fer pour un peu exploiter, ou encore sur Tamlin, parce que Tamlin il a pas meuf, il mérite quand même quelqu'un dans sa vie, parce qu'il a quand même souffert, le pauvre. Et non, c'est encore sur Rhysand et sur Fer, et je me dis, c'est bon, on a bouffé pendant 3 tomes, c'est une histoire d'amour qui est pas véritablement bien construite, je trouve, qui est très niaise à des points... qui essaye d'être adulte, mais que j'ai trouvé très niaise. Après, je suis méchante avec mes mots, mais vraiment, ça a pas du tout passé. Donc je vais pas mentir en disant que j'ai aimé ce livre, aimé cette série. Ça sera une série que j'ai aimée en dents de scie. Je garde parce que je suis contente d'avoir pu travailler quand même mon anglais, et que ce tome-là était quand même vachement mieux que le 2e tome. Mais on m'enlèvera pas le fait que j'ai du mal à m'attacher à un personnage, et je pense que ça vous est déjà arrivé de lire des livres où il y a une romance, où il y a un personnage qui vous débecte, et bah là, voilà, c'est le cas. C'est peut-être inexplicable, mais je ne peux pas avec ce personnage. Donc je reste sur cet avis. Donc c'en est tout pour mes lectures. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, si vous avez lu ces livres comme d'habitude. Et je vous souhaite ainsi de très bonnes lectures et une très bonne journée.